Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission mensuelle de Oui ou Non, l'émission qui vous dit si les films sortis il y a peu valent le coup, le tout sans divulgachage. Aujourd'hui, un type qui dort trop bien pour quelqu'un qui dort mal, une meuf qui écrit des lettres, le musicien là, mais si, celui qui fait le morceau là, oui là, les profs allemands à la tolérance zéro, une princesse qui n'a pas besoin d'un prince, un duo de flics pas de choc, un panda toujours pas mort après tout ce temps et un type qui aurait mieux fait de partir en vacances en Bretagne. Skadouche. Voilà, on parle de tout ça avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Salut Amélie, bonjour, comment ça va ? Oh, ça va et toi ? Un peu fatigué, je sais pas pourquoi, mais un peu fatigué. C'est la période des partiels, il faut le dire. Oui, c'est vrai que pour nous, c'est pour ça que si jamais vous remarquez qu'il y a un peu moins de films ce mois-ci, c'est pour la raison suivante. Tout s'explique. On a une vie à côté. Et oui, et une vie d'examen qui, voilà, c'est pas mal en ce moment. Hein. Oui. Donc on est épuisé, on a très peu le temps de voir des films, mais on va quand même vous parler de 8 longs métrages, ce qui n'est pas mal pour le coup. Ce qui n'est quand même pas mal. Et on va commencer tout de suite. On commence avec Sleep, le film de Jason Yu, le dernier, qui est sorti le 21 février. On est dans les retards et c'est mon coup de cœur du mois de mars. Bon, film qui est sorti en février, mais c'est pas grave. Donc, Sleep, c'est l'histoire d'un couple qui va avoir un enfant, qui a un enfant, leur premier enfant. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'on se rend compte, que la femme se rende compte que son mari est somnambule. Mais somnambule niveau très très avancé, ce qui fait des trucs vraiment flippants pendant son sommeil. Et donc tout va se jouer sur la volonté de guérir ce somnambulisme. Et ça va partir très très loin. C'est un film d'horreur. Voilà. Alors moi j'ai trouvé que c'était très bien réalisé, que ça respectait vraiment très précisément les codes de l'horreur. Donc on a vraiment, on n'a pas de screamer, donc on sursaute pas, ça c'est pas mal. J'apprécie beaucoup quand il n'y a pas non plus des trucs qui ne servent à rien. Donc ça vraiment pour le coup c'est vraiment bien fait et ça se voit que il y a une volonté vraiment de précision sur les codes. Donc ça c'est cool. Il y a une fin ouverte à ce film, je ne spoil pas, mais il y a une fin ouverte, donc ça nous laisse une interprétation, la possibilité d'interpréter le film, surtout qu'on a un changement de point de vue sur le dernière partie du film, et donc ça nous crée une sorte de possibilité d'interpréter de différentes manières la fin, ce qui pour le coup est vraiment pas trop mal non plus, et j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, qu'on le prenne comme un film fantastique, vraiment littéralement, ou plutôt comme un thriller psychologique, ça fonctionne très très bien dans les deux cas. Voilà, donc c'est mon coup de cœur du mois de mars. Je n'ai pas de phrase pour ce film, mais est-ce que oui ou non Sleep ? Eh bien, oui. Voilà, je ne dirais pas non mon coup de cœur, quoi. Enfin, ça serait un peu dommage. Ça serait un peu chaud quand même. Mais un film où je suis beaucoup moins sûre de dire oui, c'est Madame de Sévigné, film d'Isabelle Brocard, sorti le 28 février, on est toujours dans les retards. Madame de Sévigné, c'est l'histoire de Madame de Sévigné et de sa fille, donc à qui elle écrit ses lettres, voilà. Mais c'est qui Madame de Sévigné, Amélie ? C'est une comment dire ça, c'est une femme de bourgeoise du XVIIe siècle qui a beaucoup de... Je sais plus, elle a des dettes ou pas ? Je m'en souviens plus. Alors, je pourrais pas dire, j'ai pas vu le film. Je n'en sais plus rien, ça m'a pas marqué en tout cas le film, et je me connais pas non plus trop sur Madame de Sévigné. En tout cas, c'est problématique. Enfin, le film est vraiment mauvais. J'ai pas peur de dire les mots. C'est mal écrit, c'est pas clair, les transitions sont aléatoires. Vraiment, pour des transitions, je vous jure que on était sur une scène, ensuite t'entends un hennissement de cheval, la transition c'est ça, après tu vois un cheval, et genre le cheval, toutes les transitions avant de voir le cheval, il hennit, alors que les chevaux, ils passent pas leur vie à hurler « Ouh, je suis là !» Mais bon, bref. Enfin, il y a plein de transitions comme ça, où il y a des fondus enchaînés, enfin des trucs qu'on ne voit pas, ou très peu, je sais pas, non, c'est des transitions qui sont très lourdes et très aléatoires. Et la technique était bancale, donc. Les décors... pauvre. Bon, après, si t'as pas le budget, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas réaliste, du coup. Y a des éléments contemporains qui sont visibles à certains moments. On parle d'accroches pour des extincteurs. On parle de macadam sur lequel les chevaux galopent. Donc, même si c'est flouté un peu, on se doute très bien que c'est ça. Il y a un plan... une vue d'un village de loin, mais on aperçoit très bien que les volets verts sont des stores. Enfin bref, voilà. Aïe. Ça fait un peu film de vacances, quoi, mais bon, c'est terrible.
Donc ça nous permet pas, tous ces éléments, de rentrer dans l'intrigue. Intrigue d'ailleurs qui est finalement, on sait pas trop ce qui se passe parce que sa fille, c'est l'histoire de la mère de la fille. Il y a une tension entre les deux, la fille part parce qu'elle est mariée avec un vieux, mais la mère est d'accord au début mais plus d'accord. Enfin bref, on sait pas trop finalement. Donc voilà. Le film paraît mais très long alors qu'il ne l'est pas du tout. Bref, un projet qui était au début intéressant parce que bon, on adapte les lettres de Madame de Sévigné, c'est bien parce que ça nous laisse, ça laisse au réal la possibilité d'interpréter tout. Mais c'est raté. Oui, dommage. J'ai une phrase quand même. Vas-y. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse, mais aussi la plus égarée et la plus folle. Voilà. C'est la phrase que j'ai kiffée dans le film. Est-ce que oui ou non, Madame de Sévigné? Non. Aïe, aïe, aïe. Un autre film, maintenant. Boléro, d'Anne Fontaine, sorti le 6 mars. Tu veux commencer ou je commence? Si tu veux, je peux faire le petit résumé. Vas-y, résume. Donc Boléro, c'est grosso modo l'histoire de Ravel, celui qui a écrit le Boléro. On le prend quand il est déjà adulte, compositeur, et on voit comment il a écrit le Boléro, et on voit aussi sa fin de vie durant le film, et il mêle un petit peu son passé à l'histoire, mais très en filigrane. Il raconte très le léger. fait qu'il était combattant durant la Première Guerre mondiale. Mais grosso modo, c'est la vie de Ravel au début, avant la composition du Boléro et juste après, et bien plus loin ensuite. Voilà, personnellement, j'ai bien aimé le film Boléro. À mon avis, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le film est un peu, s'égare parfois dans son propos et dans ce qu'il veut dire. La preuve est que le titre est Boléro, mais le film va jusqu'à bien après la composition du Boléro pour montrer pas très clair, la fin. C'est pas très clair si le film essaye de présenter l'œuvre, le Boléro, donc la fameuse musique classique connue, écrite par Ravel, ou s'ils essayent de présenter la vie de Ravel. Et là-dessus, Amélie et moi avons pas mal discuté et on n'arrive vraiment pas à trouver sur l'accroche à laquelle le film essaye de se rattacher. Parce que tantôt c'est Ravel, il écrit pas le Boléro, il est juste en voyage en Amérique. Et tantôt c'est Ravel, il pense qu'au Boléro, il n'y a plus rien d'autre. Et ce film se perd un peu là-dedans. Mais n'empêche, j'ai bien aimé l'histoire qui a été racontée, les décors qui nous ont été présentés. Oui, Amélie? En fait, je rebigue juste sur ce que tu disais avant, Ouais, c'est que... déjà le titre c'est Boléro, donc après on aurait pu dire oui voilà c'est la pièce l'œuvre qu'on connaît le plus de Ravel, donc on appelle le film Boléro et c'est un biopic, mais en fait c'est pas un biopic. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'interprétations sur en tout cas de mise en scène, je pense. Et en fait, c'est pas assez développé sur le point de vue Ravel pour que ce soit vraiment un truc sur Ravel, et c'est pas assez développé sur le point de vue Boléro pour que ce soit un truc sur le Boléro. En fait, c'est un peu magouillé, peu clair dans ce sens-là. C'est un peu tortueux. Voilà. Je te laisse continuer. Ok. Donc là, en effet, le film est un peu tortueux, mais personnellement, je l'ai quand même bien aimé. On présente pas mal d'aspects de la vie de Ravel. Bon, c'est son aspect amoureux, son aspect comment il travaillait. Il avait vraiment du mal à se concentrer, à mon avis, et il devait passer des heures en attendant qu'une petite étincelle de magie arrive pour pouvoir écrire quelque chose. Ce film, en tout cas, ce film où l'auteur Ravel, participe un peu à l'idée qu'il y a un génie artistique. Bon, l'idée dont je suis pas fan, mais bon, après ça... en tout cas, dans le film, il est montré comme un homme un peu à part, qui attend l'étincelle, et qui crée d'un coup ce chef-d'œuvre, quoi. Enfin, c'est un peu... voilà. C'est un peu dit comme ça. Et encore, au niveau création de chef-d'œuvre, on rappelle que c'est une boucle d'1 minute répétée 17 fois. Au cas où, si jamais vous l'ignorez. Mais avec un petit crescendo, il y a de l'émotion qui arrive quand même. Avec un petit crescendo. Et mais malgré tous ses défauts, personnellement, j'ai bien aimé le personnage de Ravel et son histoire aussi bien personnelle que... c'est son histoire personnelle, en fait, de manière générale. Et même si, en effet, la fin du film... Enfin, c'est pas vraiment du gâchage parce qu'on dit rien de plus, mais porte plutôt sur la fin de la vie de Ravel. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et au final, j'ai quand même trouvé que ça s'intégrait bien dans le reste. Pour une situation, mais pour souci de ne pas gâcher le film, je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Et toi, Amélie?
Moi, je suis à peu près d'accord avec toi, mais c'est juste que j'ai encore moins accroché parce que ça m'a pas vraiment plu au final. Moi, je trouvais que c'était dommage parce qu'on parle quand même du boléro, parce que c'est quand même un des sujets, même si c'est pas forcément clairement le sujet principal, c'est quand même un sujet qui revient beaucoup dans le film. Et c'est dommage d'avoir fait un film qui est si lent et qu'il n'y a pas de rythme en fait. Parce que le boléro, c'est quelque chose qui est très rythmé, c'est toujours le même rythme pendant 17 minutes, c'est toujours la même chose, donc il faut que ce soit percutant. Et le film, je trouve qu'il ne l'est pas du tout. Ça dure 2 heures pile. J'en avais marre, vraiment. Tu m'as subi pendant la séance de cinéma, j'arrêtais pas de regarder l'heure, j'en pouvais plus. C'est un montage qui est hyper lent. Après, l'image, elle est belle, c'est bien filmé. Je veux dire, c'est très très bien écrit, les dialogues. Pour le coup, ça, j'ai adoré l'écriture des dialogues. Je veux dire, Raphaël Parsonaz, il est excellent aussi, il joue très bien. Moi, c'est un acteur que j'adore. Mais je trouve que, c'est assez décousu finalement comme truc. Et puis, ça commence par ce générique qui est finalement assez, on va dire, rock'n'roll et qui amène une sorte de plus à ce boléro qui est quand même classique, qu'on ne retrouve pas du tout sur la suite du film. Donc pour moi, ça c'est une erreur aussi, parce que tu commences par un générique qui n'est pas du tout du style du film. Je pense qu'on aurait pu couper le film plus tôt aussi, mais ça c'est un débat autre. Voilà. Personnellement, je l'aurais quand même pas coupé dans la mesure où je l'ai apprécié. Mais je dois reconnaître que c'est vrai que le film s'appelle Boléro, mais il ne se veut visiblement pas au niveau du montage du tout à l'image du boléro, parce que le film est vraiment très contemplatif et des fois il y a des scènes vraiment juste presque de contemplation de vagues ou de temps qui rien passe. Du tout, quoi. Oui, voilà. Et après, je tiens à dire que l'imagerie et les couleurs sont vraiment belles. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense les moments aux États-Unis va vraiment très marquer. Bien qu'ils servent à rien, autre qu'avoir une belle esthétique. C'est vrai que ça sert à rien, mais c'est joli, quoi. Mais ça sert à rien. Après, il y a des... Enfin, je sais pas, je pense que c'est le problème que je peux reprocher le plus au film, c'est vraiment son manque de rythme. Parce qu'après, il est bien foutu, on va pas se mentir, mais c'est juste que pour un sujet qui est comme ça, j'aurais voulu un truc un peu plus percutant, quoi. Mais bon... Le film a un peu le cul entre deux chaises, est-ce que je fais un biopic sur Ravel, est-ce que je raconte juste le boléro Peut-être qu'ils ont voulu en faire trop, peut-être qu'ils se sont dit on va mettre des trucs comme ça. Pareil, la fin, elle casse un peu du style du reste du film, mais ça va quand même bien avec, alors que le début, ça va pas du tout, quoi. Enfin, je ne sais pas. Oui. J'ai une phrase quand même pour ce film. Oh, vas-y. Faut-il que j'écrive une musique sans musique pour que vous ressentiez enfin le rythme? Voilà. Et quand je dis que c'est bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit pour le coup. Oui. Dimitri, est-ce que oui ou non boléro? Pour ma part, oui. Oui à boléro. Et en plus, j'aime beaucoup les pics que Ravel lance dans le film. C'est vrai que l'écriture est excellente et c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais j'ai adoré aussi. Et toi, Amélie, oui ou non boléro? Eh bien, pour moi, c'est un non. Mais un petit non, quoi, parce que bon, ça se regarde quand même. Contrairement à Madame de Sévigné, qui était un gros non pour le coup. Après, quand même, pour Boléro, 2 heures, on comprend. Mais c'est très long. 2 heures, je le répète tout le temps, mais 2 heures pour un film, c'est énorme. C'est très long, 2 heures. C'est surtout dans une époque où maintenant, tout va très vite. Après, je sais que t'aimes bien les films contemplatifs, mais c'est juste que moi, 2 heures, même s'il se passe pas grand-chose, même s'il se passe beaucoup de choses, 2 heures, c'est long. Le film a beau être ultra rythmé et tout, c'est quand même long, 2 heures. Bref. Dimitri, tu peux nous parler de la salle des profs, s'il te plaît? Ok, très bien. Donc la salle des profs, j'ignore qui a réalisé Alors le film. c'est Ilker s'attaque, si je ne me trompe pas. Je te laisse faire l'affiche. Et c'est sorti le 6 mars. Okay. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur information. Là, j'ai rien d'autre. Ok, très bien. Je ne connais pas non plus les acteurs parce que j'ai juste regardé le film et j'ai pas fait attention au nom à la fin. C'est un film allemand. Oui, c'est un film allemand. Donc la salle des profs, c'est comme désigne le titre, c'est l'histoire de professeurs qui auront en réalité un souci par rapport à la... au sein de leur école, au sein de leur institution. Grosso modo, l'affaire qui est essentielle et qui l'affaire qui est essentielle à l'histoire et qui fait en réalité toute l'histoire, c'est l'histoire de vol dans l'école dans laquelle sont les personnages principaux. Je n'ai plus les noms, c'est affreux. J'ai pas fait de notes. C'est les profs. Oui, voilà, bref. Donc, c'est ça. Dans le collège où sont les profs, il y a des affaires de vol. Et les dirigeants d'établissement accusent des élèves de vol pour rien. Ils n'ont pas de soupçon. Ils se disent juste, s'il y a des vols dans l'établissement, c'est les élèves. Ok. Ça va créer un peu des petits soucis, des tensions entre élèves, administration et professeurs. Et en fait, la prof qu'on suit va se rendre compte que c'est une de ses collègues qui vole des choses, qui fait ça presque par manie. Et... elle se rend compte, mais c'est pas certain. Et elle met en place un piège pour, entre guillemets, capturer
le voleur ou la voleuse. Ok. Et Pardon, mais un piège, ça me fait rire. Genre, oui. j'imagine trop un bout de carton avec un fil et un bout de gruyère et hop, t'arrives en dessous du carton, c'est bon, t'es pris au piège. En vrai, c'est plus vicieux que ça. C'est elle décide. Je dirais, je dirais. On dirait un piège. Oui, voilà, c'est ça, un piège. Elle arrive et en fait, cette personne va se faire virer, mais il se trouve en même temps qu'elle a un enfant qui est dans la classe de cette prof. Elle va monter l'enfant contre elle. Et le film est vraiment très, je sais pas comment dire, électrique dans la mesure où il y a du début à la fin, il y a vraiment toute une tension qui grandit. Elle commence justement le film commence par des scènes d'interrogatoire d'enfants, de délégués de classe, pour essayer de dire c'est lui qui pourrait voler, c'est lui qui pourrait voler. Et au fur et à mesure, le film, ils éclaircissent l'enquête à propos de qui a volé. Enfin, ils éclaircissent oui et non, parce qu'en réalité, la personne qui est supposément accusée de voler, on ne saura jamais si elle a réellement volé. Là, je vous spoil, mais le film est excellent dans sa montée dramatique et de tension entre les élèves, les profs. Un élève en particulier qui arrive à monter des élèves contre les profs et l'administration. C'est vraiment un film tendu, c'est pas du tout un film reposant, c'est pas un film devant lequel on dort, on est vraiment pris. Et voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé et à cause de la tension. L'imagerie et tout ça, je pense, c'est très classique. C'est vraiment le film, le montage est là pour servir l'histoire sans erreur et sans défaut, sans égarement, à mon avis, contrairement peut-être à Bolero. Bon, je ne pourrais pas juger la qualité des dialogues en allemand. Tu l'as vu en VO, du coup. Je l'ai vu en allemand et en français, ça fait sens et on comprend vraiment bien tous les tenants et aboutissants. L'histoire se comprend vraiment d'elle-même. Elle fonctionne très bien. Et voilà. Oui, est-ce que ça dit des choses sur le système éducatif européen? Parce qu'en fait, on voit plein de films en ce moment qui sortent sur ce sujet-là. Je pense aussi au film Pas de vague là, qui est sorti cette semaine, qu'on ira sûrement voir pour le mois prochain. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a une sorte de prise de conscience des choses qui ne vont pas dans l'éducation, en tout cas européenne, parce qu'on parle d'un film allemand. En France aussi, du coup, mais voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de la dimension politique du film, dans la mesure où je m'y connais pas énormément. Mais c'est vrai qu'on voit une espèce de... En tout cas, j'ai l'impression qu'on voit en ce moment pas mal de films qui tournent autour de l'école. Il y a quelques années déjà, la vie scolaire. L'année dernière, on a eu Un métier sérieux. Cette année, on a La salle des profs, Pas de vague en France. Il y a... tout ça parler de l'école en interne, ça devient un peu un sujet de société. Et j'ai l'impression que le film a vraiment une dimension politique. J'avoue que je n'ai pas fait attention au débat politique sur ce film, mais je pense qu'il a une dimension très politique dans la mesure où il y a déjà... toute l'histoire, c'est autour de qui on accuse pour des méfaits et comment rendre des comptes. Et puis c'est très grave que ça se passe justement dans un collège. Enfin, je pense qu'en fait, il y a une sorte de prise de conscience vraiment et que les langues se délient malgré la pression que je pense qu'il peut y avoir quand même, parce que ça n'a pas l'air facile de parler du système éducatif, parce que c'est quelque chose qui est quand même public, donc c'est compliqué, que ce soit en Allemagne ou en France. Je pense que ça commence à dénoncer des choses graves ou des problèmes qu'il y a, et je pense que ça freine des cas de fer d'un côté, que ça essaie de pousser de l'autre. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il faut rajouter que l'institution de l'éducation est une institution aussi bien en France que dans les autres pays en Europe. Et bon, je pourrais pas dire dans le monde, mais souvent c'est une institution très hermétique et fermée. Et les problèmes se gèrent toujours en interne et débordent rarement dans le domaine public. Et quand ça déborde, souvent c'est vraiment les cas les plus graves. C'est très grave, ouais. Et sinon, l'école, c'est un peu un système fermé, duquel on n'ose pas trop rentrer quand on n'en fait pas partie, on n'ose pas trop sortir quand on en fait partie. Mais je trouve ça bien du coup qu'il y ait des films, qu'il y ait l'art qui puisse être là pour justement dire ce qui va pas aussi. Et je trouve que ces films-là, je l'ai pas vu, donc je vais pas trop m'avancer, mais je trouve que ce genre de projet, ça risque, et j'espère que ça va aider, que ça va faire prendre conscience des choses. Oui, j'espère, parce que surtout, je pense que c'est, à mon avis, le point politique essentiel, comme je n'ai pas vraiment réussi à faire cette phrase avant, je le fais maintenant. Le point politique essentiel, je pense, du film, c'est le fait que les adultes, les personnes qui ont le pouvoir dans l'institution, accusaient dès le début, en principe, les enfants de vol. Et c'est comme si l'institution rejetait, les gérants de l'institution rejetaient la faute à ceux qui,
à ceux qui n'étaient pas de l'institution elle-même, quand les enfants Mais viennent de malgré eux, l'extérieur. ou c'était vraiment quelque chose de C'était de voulu volontaire. Ok. Vraiment, c'était quelque chose de volontaire. C'était, il y a des vols, ils accusent par principe. Mais j'ai justement l'impression que c'est ce par principe qui est pointé comme problème de l'éducation, dans la mesure où c'est vraiment l'idée de les profs ou les gens de l'institution sont blancs, on va dire, et c'est les élèves qui auraient des problèmes à gérer parce qu'eux, ils viennent de l'extérieur, ils ont des familles et des contextes particuliers. Les profs sont des pages blanches qui sont là pour enseigner. Donc, s'il y a des vols et des problèmes, c'est pas les profs, c'est les élèves. C'est forcément les élèves. Et à mon avis, le but du film, c'est de montrer à la fois le fait qu'on voit les profs comme des pages blanches, alors que pas du tout. C'est aussi des êtres pleins d'émotions et qui peuvent vraiment avoir des soucis aussi bien personnels dans leur vie privée que des soucis dans l'institution, et vraiment poser soucis, être des mauvais profs ou être des mauvais collègues. Ça se fait comme dans toute entreprise, comme dans tout autre métier. Et aussi en même temps critiquer ce principe, ou ce parti pris de s'il y a un problème dans l'institution, l'institution va se fermer et va accuser l'élève qui est à l'extérieur. Et il y a, ça c'est quelque chose qu'on peut observer. Bon, j'ai une tante CPE, je vais pas dire de nom ni rien, mais juste c'est vrai que des fois les profs font des erreurs professionnelles et les profs se cachent derrière l'administration de l'institution pour, on va dire, faire passer ces erreurs entre guillemets. En tout cas, ils se cachent derrière, ils font des conseils de discipline à un élève. Ils se protègent eux-mêmes, quoi. Voilà, ils se protègent eux-mêmes. Et il y a vraiment une dimension très, pas hermétique là, mais Il y a un refus d'action en tout cas. oui, voilà, il y a un peu un refus d'action, et surtout quand il y a des problèmes au sein de l'institution, on accuse ce qui est hors de l'institution que l'institution elle-même. Parce qu'on protège ou l'institution. les problèmes, voilà, c'est Ok. ça. Il y a vraiment une dimension très défensive qui est critiquée dans l'institution. Enfin, j'ai l'impression, pour parler du côté politique du film, et avant j'ai parlé de la dimension normale. Et la question ce serait, est-ce que oui, j'ai pas de phrase, hein, désolé. Et on passe le bonjour à ta tante aussi. Donc est-ce que oui ou non la salle des profs, Dimitri? Oui. Oui, Ok. c'est un bon film, vraiment électrique. On s'y accroche. Il dure, je crois, un petit peu plus de 2 heures, Aïe, mais aïe, aïe. vraiment, il passe Ok. très bien. Il est pas Tant mieux. contemplatif et vraiment, il est là pour Il se monter passe en des choses. crescendo. C'est Et il en se allemand. passe des grosses choses, oui. Ok, bah tant mieux, écoute. Un film où il se passe beaucoup de choses aussi, mais beaucoup moins politique, La Demoiselle et le Dragon, Damsel si vous l'avez vu en anglais, en VO, de Juan Carlos Fresnadillo, sorti le 8 mars sur Netflix. Dimitri, tu ne l'as Pas vu. Moi, je l'ai vu, et donc c'est l'histoire d'une jeune princesse qui va épouser un prince qui... voilà. Donc, non. C'est une histoire assez simple, en fait. C'est très classique comme histoire. C'est un royaume qui commence à vraiment avoir beaucoup de dettes parce que il ne peut plus subvenir aux besoins de son peuple. Et donc, la solution pour le roi, c'est de marier sa fille aînée à un prince d'un autre royaume. Donc, les valises sont faites, ils partent, elle marie le prince et se rend compte en fait qu'elle va servir de sacrifice et on la donne en pâture à un dragon. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc assez classique. C'est un divertissement familial, c'est pas mauvais dans le fond, c'est pas trop mal réalisé non plus, les effets sont pas dégueux, on parle quand même d'un dragon qui ne crache pas du feu mais de la lave, ça c'est sympa. Enfin des gerbes de flammes avec de la lave, ça c'est cool quand même. Après, bon, ça suit les schémas classiques des films fantasy qui marchent bien, des trucs mainstream en ce moment. Girl power à fond, il y a des cascades. C'est elle-même, c'est Millie Bobby Brown, l'actrice principale, c'est elle-même qui fait ses cascades. Il y a des effets spéciaux qui sont pas dégueux. Voilà, c'est pas trop mal en soi. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. En gros, c'est une production Netflix qui ne prend pas de risque, qui n'est pas trop décevante, bien que ce soit pas très original. Alors, j'ai pas de phrase. Si, j'ai une phrase. Je ne sais pas. Ah, si, j'en ai une. Voilà. J'ai une phrase pour le film, c'est « Je suis profondément désolée de t'avoir... » Ouah, je suis profondément désolée de t'avoir sous-estimé. Voilà. Est-ce que oui ou non, La Demoiselle et le Dragon? Oui. Oui, sans conviction, mais oui. C'est pas trop mal foutu, oui. Voilà. Disons que ça passe la soirée tranquille, ça n'a pas envie de se prendre la tête, il y a quelques effets, il y a de l'action, c'est pas mal.
Ensuite, un film qui est beaucoup plus mal, par contre, c'est le film Sirène, sorti sur Amazon. J'ai fait le tour des plateformes ce mois-ci. Sorti le 15 mars, un film de Adeline Picot. C'est l'histoire d'une flic un peu nulle avec une flic beaucoup plus nulle. Et tout ça sous fond d'accent marseillais alors que ça se passe à Nice. Voilà, c'est donc une jeune flic, c'est une jeune flic qui passe son diplôme de lieutenant, si je me trompe pas, et qui le rate beaucoup de fois. Et on lui donne provisoirement en l'envoyant à Nice pour être en binôme avec une autre flic, une autre lieutenant, et afin d'obtenir son diplôme. Donc déjà, le principe, il est tellement bizarre, mais bon, je ne dis rien. C'est pas terrible. Vraiment, c'est pas terrible du tout. Je veux dire, ça ressemble plus à un téléfilm, mais un mauvais téléfilm qui passe à 14h un jeudi après-midi qu'une production Amazon donc, qui sort sur un service de streaming, quoi. Enfin bref, c'est pas très bien filmé. Il y a beaucoup de plans de drone. Enfin, c'est pas foufou, quoi. L'intrigue, elle est pas terrible non plus. L'humour, c'est assez lourd et c'est pas du tout percutant pour le coup. Oh. En bref, c'est pas très beau et pas très drôle. Il vaut mieux passer son chemin, je crois. Est-ce que j'ai une phrase pour ce film ? Non. Parce que c'était tellement mauvais que j'ai vraiment pas voulu prendre de phrase. Les dialogues n'étaient pas ouf. Voilà, très, très mauvais. Et donc, est-ce que oui ou non ? Sirène ? Non. Ben, clairement non. Vraiment pas, pour le coup. C'est un gros nom, c'est un petit nom. Ah, c'est vraiment un gros nom. C'est-à-dire que le film n'est pas très très long non plus, mais il dure 1h34. Mais c'est vraiment mauvais, quoi. J'ai arrêté à plusieurs moments pour faire des pauses tellement c'était nul et je me suis dit ok, je reprends plus tard, quoi. Et j'aurais pas dû, en fait, j'aurais dû y aller en fait d'un coup. J'aurais dû faire allez, c'est bon. Je le regarde en entier et c'est bon. Mais ouais, non, je sais même pas si je l'aurais regardé en entier si j'avais pas vu ce film pour le podcast, parce que je sais pas, c'était vraiment mauvais pour le coup. Alors que je vois tous les films en entier, même ceux qui sont nuls. Waouh, voilà, donc là c'est vraiment que c'est mauvais. Ça témoigne du niveau de nullité. À côté, Madame de Sévigné, ça passait. Presque. Oui, ouais, si. Mais en fait, c'est juste que en soi, c'est vraiment filmé comme un téléfilm, donc c'est pas bien filmé. Après, voilà, je veux dire, les plans ils sont pas dégueux. Tu vois un plan de drone sur Nice, c'est joli, quoi. Oui, mais bon, on va pas aller loin. C'est super classique aussi. Juste un plan de drone sur la ville où se passe l'action. C'est un film de vacances, quoi. Je veux dire, c'est un début de réunion avec un PowerPoint, avec une transition défilante, quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est un film alimentaire pour les acteurs. Oh non, mais en plus, il y avait Alice Paul dedans, et c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve très bonne. Et en fait, là, son personnage à elle, c'est une sorte de remake de Audrey Fleurot dans HPI. Je sais plus, c'est le Morgan Alvaro, voilà. Et en fait, c'est juste une sorte de copie bas de gamme de ce personnage-là. Et après, c'est pas la faute des actrices, mais c'est pas terrible du tout. Ouais. Bref, je passe à autre chose. Non, tu passes à autre chose, Dimitri. Kung Fu Panda 4. Ah, Kung Fu Panda 4, la suite des aventures de Po et des 5 cyclones. Ouais. J'ai adoré ce film, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, personnellement. En bref, le film, c'est l'histoire de Po qui est prêt à devenir, après avoir passé les 3 précédents films, que je ne vous gâcherai pas non plus au cas où si vous ne les avez pas vus, mais après être devenu très fort, il peut être promu au rang de maître spirituel de la vallée de la paix. Waouh! Énorme, c'était déjà le guerrier dragon, alors maintenant... Mais malheureusement, le souci, et ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il devra abandonner son titre de guerrier dragon et choisir un nouveau guerrier dragon. Et parce qu'il ne veut pas devoir abandonner son titre, il va décider de partir pour une dernière aventure qui va l'amener à se confronter la méchante qui s'appelle la Caméléone. Et il va partir dans cette aventure avec une nouvelle amie dont j'ai oublié le nom, mais un personnage très important et très intéressant. Et voilà. C'est ça, grosso modo, le pitch du film. Est-ce que ça t'a plu ? J'ai adoré. Vraiment, j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps les films Kung Fu Panda. Je les avais jamais vus avant. Il y a moins d'un mois. Je les ai justement regardés à la suite pour pouvoir regarder Kung Fu Panda 4 à la sortie. Et j'ai adoré la série, le 1, le 2, le 3 et le 4 est digne de tous les autres. Il est absolument excellent. C'est la phrase qu'on attendait. Je suis absolument fan. Et pourquoi est-ce que je suis fan de cette série ?
Alors, petit 1, mais ça c'est mon petit king personnel, les thèmes philosophiques abordés à travers la saga. Déjà par l'intermédiaire de Maître Oogway dans les premiers films, là on ne revoit pas Maître Oogway, mais Maître Shifu est plein de sagesse aussi. Et Po, qui devrait techniquement devenir chef spirituel de la Vallée de la Paix, ou maître spirituel plutôt de la Vallée de la Paix, va tenter de se mettre à la sagesse, mais la sagesse visiblement ne prend pas chez n'importe qui, même si Po n'est pas n'importe qui. Ben non, parce que c'est un panda. Voilà, non, ça n'a aucun sens, mais continue. Mais bon, ça c'est déjà un petit plus les thèmes philosophiques. Le 1, c'était l'apprentissage de soi. Le 2, c'était l'opposition nature-culture. Le 3, c'était sur l'identité. C'était sur l'identité et un peu aussi l'opposition entre la tradition et la modernité. Oui, la quête de soi en général. Oui, c'est très philosophique, Kung Fu Panda. Alors, non, mais vraiment. Oui, je trouve. Mais moi aussi, mais je trouve, mes premiers degrés, qu'il y a matière à philosopher. Mais vraiment, pas philosophie de comptoir, vraiment à travailler dessus, quoi. Je suis parfaitement d'accord. C'est terrible. On va faire notre mémoire sur Kung Fu Panda. Et celui-là ne déroge pas à la règle, mais je vous laisserai découvrir les thèmes qui sont intéressants dans le film en eux-mêmes. En plus, c'est un thème assez nouveau, donc vraiment, déjà ça m'a plu. C'est nouveau. On en parle toujours, mais ça fonctionne bien en plus là, et ils mettent vraiment l'accent dessus. Mais je ne dirai pas plus, sauf que si vous êtes qu'ancien, vous allez apprécier le film et comprendront ceux qui veulent. Excusez-moi. Ceux qui peuvent comprendre. J'ai dit ceux qui peuvent. Qui veulent. Oui, tu veux être Kant. Entre pouvoir et vouloir être Kant, il n'y a qu'un pas. Waouh. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien. J'aime aussi beaucoup par rapport aux personnages. Vraiment, ils ont toujours le moyen de créer des personnages attachants, qui ont vraiment une personnalité qui transpire à l'écran. On ne peut pas confondre un personnage et un autre. Ils sont vraiment eux. On les comprend, on les voit et leur dynamique d'ensemble fonctionne super bien. Sachant que là, ils rajoutent un nouveau personnage qui, en tout cas, a son importance dans le film. Est-ce qu'il en aura plus tard ? Bonne question. J'ai pas vu Kung Fu Panda 5, mais ceux qui l'ont vu me répondront. Et en tout cas, vraiment nouveau personnage, super personnalité, vraiment un rythme très entraînant. Le film nous montre aussi des images très belles. Je pense notamment à ce combat qui se passe entre guillemets dans de la fumée et qui se fait en noir et blanc. Et le combat est stylé, peut-être un peu trop court à mon goût, mais vraiment ça travaille l'imagerie de la fumée dans un film d'animation, en plus de proposer des lieux coloré parce qu'il y a des feux d'artifice. Et c'est toujours très coloré, comme Kung Fu Panda, les 3 avant aussi. C'est vrai qu'ils sont très colorés et ils opposent très bien le côté lumineux au côté ombre quand les choses se passent pas bien ou quand les gens sont mauvais. Vraiment, on se trouve très rapidement dans les tons gris, peut-être rouge, blanc, mais dans des tons assez extrêmes, tandis que quand on se trouve dans des moments de joie et pétillants, les couleurs varient, elles sont pimpantes à gauche, à droite, on en voit partout. Et le film là ne déroge pas à la règle. Et je pense qu'en termes de qualité qui me viennent, les dialogues sont vraiment très sympas et très drôles. Le film est hilarant. On rigole vraiment ? On rigole vraiment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé. Et voilà, j'ai adoré de toute façon mon coup de cœur. Eh bien, j'irai le voir. Oui, c'est ton coup de cœur du coup. Je te le conseille, oui, clairement. Mon coup de cœur. Et est-ce que oui ? Ah si, j'ai une phrase très importante. Vas-y. Ok, alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas une phrase qui va retourner le cerveau de philosophie très profonde. La phrase, c'est « Skabim !» Voilà. Waouh. Et donc Dimitri, est-ce que oui ou non Kung Fu Panda 4 ? Eh bien oui, un gros oui, et encore oui. D'accord, c'est précis. Je n'avais pas de synonyme, je perdrais ni oui ni non, moi. Affirmatif. Et c'était sorti le 27 mars, c'est toujours en salle. Foncez, c'est le coup de cœur de Dimitri. Foncez le voir. Alors on finit par un film, ça va aller très vite. C'est La promesse verte d'Édouard Bergeon, sorti le 27 mars également. C'est l'histoire de, je n'ai plus son prénom, mais en tout cas d'un étudiant qui va donc faire qui va en voyage humanitaire dans un pays qui est le suivant. Je suis en train de regarder sur Internet. Tu vas trouver le pays. En Indonésie, voilà. J'ai très mal fait mon travail. Donc il va en Indonésie pour faire un voyage humanitaire pour aider les gens. C'est sur un truc de médecine. Genre Médecins sans frontières, Médecins du monde. Ouais, voilà, c'est le même genre, mais en fait ils ont un établissement où ils sont installés, où ils font de la médecine, ils reçoivent des gens pour les petits bobos du quotidien, quoi. Okay. Et il se fait
il y a un truc qui, bon, je vais le dire parce que ça se passe, ça se passe très, très, très tôt dans le film. Il se passe qu'il est piégé par des gars de la milice locale qui occupent en fait qui s'occupent de la palmeraie. Pas loin parce qu'on parle d'huile de palme, d'écologie dans ce film, c'est très politique. Oh, okay. Et donc il va se faire piéger parce qu'il a assisté à un truc qu'il ne devait pas voir et donc on va l'enfermer en prison et c'est toute l'histoire du procès qui est truqué, enfin bref. Et on voit en parallèle sa maman qui est jouée par Alexandra Lamy qui est une actrice que j'adore aussi. Et donc son combat, elle aussi, en parallèle, retrouver son fils, le faire innocenter. Elle va du coup devoir jouer avec les politiques français. Lui, il va devoir vivre un quotidien en prison avec d'autres prisonniers de nationalités différentes. Enfin bref, c'est assez intéressant. C'est quand même plutôt classique comme réalisation. C'est un film qui est engagé. Alors moi, c'est vraiment pas du tout le genre de film qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je l'ai trouvé vraiment bien pour le coup, mais c'est pas les films vers quoi je vais en temps normal parce que ça m'intéresse peu. Enfin, c'est le genre de film que je regarde pas. Je préfère regarder des reportages sur le sujet ou quoi, mais pas des fictions en tout cas. Même si c'est une fiction qui paraît très réaliste. Ok, je voulais poser la question par rapport à l'engagement du film. Est-ce qu'il tient vraiment une position, classique de genre les politiques c'est pas bien parce qu'ils font pas attention à l'écologie c'est plus important pour X et Y raisons, ou est-ce que vraiment c'est sur des points précis qu'il essaye de critiquer et tout ça, ou est-ce que c'est vraiment un message générique, un engagement peu générique? Non, c'est assez général. Okay. C'est donc on a ce côté en Indonésie, ils font l'huile de palme, c'est pas bien. Donc lui, en fait, l'étudiant, c'est pour ça qu'il va en Indonésie, c'est pour faire une enquête cachée pour sa thèse. Et donc c'est pas bien l'huile de palme. De l'autre côté, on a le dénonciation que les politiques ne font rien, que c'est compliqué parce que il y a des accords mais il y a pas d'accord. En même temps, lui machin il fait ça, lui on peut pas agir machin, c'est compliqué. Oui, ça dénonce, les politiques ne font rien. Bref. Oui, ça dénonce, c'est assez classique dans le dénoncement, c'est assez classique dans la réalisation, c'est pas mal fait. Il y a vraiment des très jolis plans de drones, notamment, qui nous prennent comme ça, waouh, c'est magnifique. C'est tout de même un petit peu long, mais l'intrigue, elle est quand même plutôt bien construite. Ce que j'ai quand même apprécié dans le format, c'est que, bien qu'il y ait vraiment une part politique très évidente et très peu cachée d'ailleurs, et une dénonciation normale et affichée, il y a quand même une sorte d'intrigue fictionnelle qui est sympa sur ce combat-là de justice, etc. Donc ça, pour le coup, ça m'a relevé un peu le niveau de ce genre de film. Que c'est pas je dis pas que le message n'est pas clair ou quoi, c'est juste que moi, c'est vraiment le genre que j'apprécie pas en temps normal. Donc j'y suis quand même allée, mais c'est pas non plus un film que je reverrai, quoi. Mais après, c'est un bon film. Ok, pour marquer son engagement écologique, désolé, je reste dessus, mais est-ce que du coup le film présente beaucoup de plans de destruction de la nature ou de trucs comme ça, ou est-ce qu'il en parle juste? En fait, non, en fait, il y a un peu des deux, mais ça marche sur. Si on fait un peu d'analyse de plans, sans rien dire, tu peux montrer. Il y a un plan de survol en fait d'une palmeraie et on voit vraiment, on le voit partir d'en bas. Donc des troncs, des palmiers, et on voit monter comme ça et on voit à perte de vue une palmerie. Ça, c'est un plan qui est tout simple. C'est vraiment juste un plan qui va monter, c'est un drone. Et avec ça, avec ces palmiers à perte de vue, ça choque un petit peu. On se dit, ok, là, il y a eu déforestation et tout. Donc surtout que juste avant, on parle de ça dans le film. On dit oui, on coupe la forêt pour mettre des palmiers, etc. Enfin bref. Okay. C'est montré, c'est dit aussi. C'est pas forcément toujours très délicat la façon de le dire. Je pense notamment au cabinet des ministres où c'est des chants contre chants avec discussion. Il y a un bureau entre les deux sur la table basse. Derrière, au fond, flouté, il y a la photo du président de la République actuel. Je trouve pas ça très délicat, je trouve pas ça très subtil. Okay, on sait très bien que la photo elle est affichée dans le cabinet des ministres, mais que ce soit ce président-là ou un autre, pour moi c'est le même message. Après voilà, pour moi ça c'est juste un manque de subtilité. Après, je comprends le message qu'on veut passer. Ça, c'est sûr. Le président, il pourrait faire quelque chose, il le fait pas. Il est là, regardez, il est au fond, il est flouté parce qu'il ne sert à rien, mais il est quand même là, c'est de sa faute à lui. Je comprends le message, mais je trouve pas ça subtil. Voilà. Okay, oui, mais ce genre de choses. Le film met un peu les pieds dans le plat. Voilà. Okay. À certains moments, c'est un peu moins subtil. Je trouve ça dommage parce que moi, j'aime bien quand c'est subtil et subtil. Parce que
il y a des réalisateurs qui prennent le spectateur un peu pour un demeuré. Et donc, moi, j'ai très bien compris, sans qu'il y ait besoin d'avoir la petite pancarte derrière avec écrit « Coucou, c'est moi le président de la République, je suis là, ne m'oublie pas », je sais très bien, enfin, je l'imagine moi très bien. Mais bon, j'ai une phrase. Vas-y. « Sans la forêt, nous ne sommes rien, donc quand je vois ce qu'ils lui font, je suis en colère. » Voilà. Ça fait un peu phrase classique d'écologiste. Bah voilà, mais c'est ça. Voilà. Ça fait un peu. Oui, mais le film est classique, mais il marche bien, quoi. Okay. Donc, est-ce que oui ou non, La Promesse Verte ? Oui. C'est vraiment pas mon style de film, mais oui, quand même. J'arrive à être assez objective pour dire que bah ça marche. Et voilà, donc c'est tout pour nous pour ce mois de mars. On se dit un mois prochain, en avril. Bien Amélie, l'avril c'est après mars, on est super chouette. Donc d'ici là, portez-vous bien et plein de films et plein de bisous. Au revoir.